C'est Cible 1, Le jeu de l'espion, livre 1, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Prologue. Musée de l'Université de Boston. Aile d'égyptologie. Minuit. Il scruta les bâtiments qui se profilaient devant lui, dans les ténèbres, en caressant lentement la poignée froide de son arme. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'était en vue, puis s'approcha à pas de loup, se faufila le long du mur arrière, dans l'ombre épaisse des chênes qui bordaient la pelouse. Aucune lumière ne pénétrait ici. Quelqu'un pouvait passer sur le trottoir à 10 mètres à peine sans le voir. Le moment était venu. Un garde solitaire se tenait 15 mètres plus loin, devant la seule entrée nécessaire. L'assassin sourit. L'homme ignorait qu'il était sur le point de perdre la vie. Il s'approcha du garde avec d'infinies de précautions, dégainant son pistolet sans un bruit. L'autre s'était détourné pour observer quelque chose à l'étage. Inconscient de la présence de l'assassin, il se mit à fredonner un air populaire. Le meurtrier parvint à 1,50 m de l'homme et visa. Il voulait lui tirer une balle dans la nuque. Ainsi, le garde ne saurait jamais qui l'aurait abattu. Une brindille cassa sous son pied. Le garde pivota, la main sur son flingue, fouilla la nuit du regard à la recherche de l'intrus. Il n'eut pas l'occasion de le repérer. L'assassin lui tira une balle dans la tête. La détonation fut atténuée par un silencieux compact haut de gamme. La balle fora un trou dans la chair et les os et le garde s'effondra à terre, mort. Le meurtrier fit rouler le corps derrière un buisson, s'assura une nouvelle fois que les lieux étaient déserts, puis se précipita vers l'entrée et actionna la poignée. Verrouillée. Il rengaina son pistolet, sortit un jeu de crochet de serrurier et ouvrit la porte en moins d'1 minute. L'alarme se déclencha, son ululement électronique résonna dans les salles obscures du musée. C'était prévu. Il savait aussi qu'il avait 190 secondes pour vider les lieux. La salle suivante évoquait une caverne, parcourue par un courant d'air humide et froid. Les hauts de murs étaient garnis de bas-reliefs, de statues et de grandes vitrines remplies de reliques. Mais il n'y en avait qu'une seule qui l'intéressait. Il gravit 4 à 4 l'escalier de marbre jusqu'à l'étage, comptant les secondes et à rebours dans sa tête, sous le hurlement de l'alarme. Bien qu'il soit spécialisé dans les assassinats ciblés, il avait beaucoup appris sur les effractions au cours de sa carrière. Cela faisait souvent partie de son travail, et c'était grâce à ses compétences qu'il avait été engagé pour cette mission particulière. Être une machine à tuer sans cœur était un plus. Il tourna à droite et sprinta dans le couloir, sans s'arrêter pour lire le panneau. Il avait mémorisé le plan par cœur et savait qu'il pénétrait dans l'aile égyptienne. À l'entrée, il stoppa net, repérant dans une vitrine ce qu'il était venu voler, l'antique vase Canope. Il faisait partie d'un ensemble de 5 vases, tous en albâtre brillant et en parfait état, épargnés par les millénaires. Les vases Canope, qui contenaient les organes internes d'une momie égyptienne, étaient enterrés avec elle pour rejoindre le corps dans l'au-delà. Le nombre de jarres rendait ce lot inhabituel. Tous les autres ensembles n'en comptaient que 4, chacun orné de la tête de l'un des 4 fils d'Horus. L'homme l'ignorait avant de recevoir cette mission. C'était toujours utile de faire des recherches. L'un des vases avait un couvercle en forme de tête de babouin, symbolisant le dieu Hapi, qui gardait les poumons. Duamutef, avec sa tête de chacal, protégeait l'estomac. Le dieu Imseti, à tête humaine, prenait soin du foie. Akebesenouf, le dieu à tête de faucon, était Domudo dévolu les intestins. Et puis il y avait ce 5e, avec une tête de lion sur le couvercle représentant la déesse Sekhmet, qui gardait... Quoi? Ce n'était pas son boulot de le savoir. L'alarme continuait d'ululer. Il devait sortir rapidement. Il visa le haut de la vitrine, loin de la jarre, et tira. La balle traversa le verre et le brisa en 1000 morceaux.
Il grimaça quand une seconde alarme éclata autour de lui, chevauchant la première. Il empoigna la jarre à tête de lion, la trouva plus lourde que prévu. 25 kilos au bas mot. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, ce n'étaient certainement pas les organes internes de quelqu'un. Il réfréna sa curiosité. Il n'avait pas à le savoir. Son job, c'était de la rapporter à ses patrons. Et quoi que ce soit, ça avait assez de valeur pour engager quelqu'un comme lui pour le dérober, et ensuite le garder sous contrat. Pourquoi le garder après avoir fait le boulot? Il ne le savait pas non plus. L'assassin se retourna et sortit de la salle au pas de course, glissa en tournant à l'angle du couloir et dévala les marches. Pendant une minute, il crut qu'il s'était échappé, qu'il allait s'en sortir. Il se trompait. Une balle frôla sa tête et éclata un morceau de marbre sur la rampe à côté de lui. Il jeta un œil derrière lui et vit un autre garde, en haut de l'escalier, l'arme levée, visant avec soin. Ce n'était pas conforme au plan. Il ne devait y avoir qu'un seul garde. Ses employeurs lui avaient fourni des informations erronées. 45 secondes avant l'arrivée des flics. Il avait une décision à prendre vite. S'enfuir et risquer une balle dans la tête, ou se défendre et risquer les flics. Le second coup de feu, qui fêla la marche à ses pieds, prit la décision à sa place. Il posa la jarre sur une marche, la stabilisa d'une main et leva son pistolet. Aucune crainte. Ce garde n'était qu'un simple employé, rémunéré face à l'un des meilleurs assassins du monde, qui était payé davantage que le personnel du musée ne gagnerait en 100 vies. Un seul tir, parfait, en plein dans son front. L'homme s'effondra. 20 secondes. Il sortit par la porte ouverte dans la nuit glacée de Boston, rejoignit la moto qui l'attendait et fila dans la ruelle. 10 secondes. Les sirènes de police qui hurlaient volèrent derrière lui s'arrêtèrent devant le musée. Mais il était déjà loin. Il sourit en s'engageant sur la Interstate 95. Il avait le vase en sa possession. Et le monde allait changer à jamais. C'est ce que son employeur avait dit, mot pour mot. Le monde va changer à jamais. Chapitre 1. Le poing s'abattit sur le visage de Jacob Snow, projetant violemment sa tête sur la droite. La chaise à laquelle il était attaché se balança d'arrière en avant. Seules les jambes étendues de Jacob l'empêchèrent de basculer. Il ne voulait pas tomber par terre, car il pourrait le bourrer de coups de pied. « Dis-nous pour qui tu travailles » exigea l'homme qui l'avait frappé avec un fort accent arabe. Il s'exprimait en anglais, car il ignorait que Jacob parlait arabe. Jacob ne dit rien dans ces deux langues, ni dans aucune de celles qu'il connaissait. Le poing s'écrasa de nouveau sur sa figure. L'un de ses yeux, tuméfié, était presque fermé. Au moins, 2 de ses dents étaient déchaussées, et sa bouche était remplie de la saveur cuivrée du sang frais. « Dis-nous ce qu'on veut savoir, et les coups s'arrêteront, » promit un autre arabe. Ils étaient 3, membres de l'Épée des Justes, un groupe dissident d'Al-Qaïda ciblant les travailleurs humanitaires étrangers. Ils l'avaient capturé dans la banlieue de Damas, l'avaient fourré dans le coffre d'une voiture et l'avaient se traîner dans cette cave. Maintenant, ils voulaient savoir pourquoi ils rôdaient autour de leur quartier général, dont l'emplacement était censé être un secret même pour la plupart des membres de l'Épée des Justes. Un autre coup de poing, à l'estomac cette fois. Jacob toussa et se pencha autant que ses liens le lui permettaient. Il fut suivi d'un brutal uppercut qui sembla presque le décapiter. Les choses de sérieuses arriveraient sûrement plus tard. Ces gens-là aimaient couper les têtes des Occidentaux travaillant pour la Croix-Rouge, ou Save the Children, et les exhiber dans toute la ville, surtout devant les écoles. Ils appelaient ça « éducation spirituelle ». C'était comme ça qu'il fonctionnait, non? L'homme qui le cognait fit un pas en arrière et secoua sa main. Jacob remarqua que toutes les articulations étaient écorchées et saignaient, une petite compensation pour avoir été transformé en punching ball humain. Les 3 terroristes
s'éloignèrent à l'autre bout de la cave vide pour se concerter. « Ce type ne craque pas », dit en arabe celui qui l'avait frappé, croyant que Jacob ne pouvait pas comprendre. « Coupons-lui les couilles, il parlera. »« Non, il ne parlera pas, » objecta le plus jeune, « il n'aura plus rien à perdre. »« Un doigt, alors, laisse-moi lui couper un doigt. »« Oh, Ahmed, » soupira le jeune, « tu es toujours pressé de tailler dans les gens. Frappons-le davantage. »« Et toi, tu as l'estomac fragile, » grogna Ahmed. « Ça fait 1 heure qu'on le frappe, ça ne marche pas. L'électrocuteur, peut-être ? Ça pourrait le faire. Je persiste à dire qu'on devrait lui couper quelque chose. » Pendant que les 3 terroristes discutaient, Jacob respirait lentement, forçant ses muscles endoloris à se détendre. Une sensation de chaleur le traversa, le calme. Comme ses parents le lui avaient appris dans son enfance, il prit une profonde inspiration qu'il exhala lentement. Puis, avec un mouvement spécial, il se déboîta une épaule, réprimant un cri quand la douleur fulgura dans tout son bras. Il le dégagea de ses liens et le remit en place. Le soulagement l'envahit quand la souffrance lancinante s'atténua. Puis, il fit de même avec l'autre bras. Certains enfants rêvaient de fuguer pour rejoindre un cirque. Jacob n'avait pas eu à le faire. Il avait grandi dans un cirque. Libre à présent, il se leva et empoigna la chaise. Les terroristes firent volte-face, bouche bée. Trop tard. Jacob Snow était déjà en train de charger, la chaise brandie comme une massue. Il l'abattit sur la tête du premier terroriste, qui craqua. L'homme s'écroula à terre, inconscient. Les 2 autres reculèrent et dégainèrent leurs flingues. Mais avant qu'ils ne puissent viser, Jacob lança la chaise sur eux. Elle frappa l'un d'eux à l'estomac, qui chancela en arrière, et se heurta à son complice. Cela dévia sa visée et son tir manqua Jacob. L'instant d'après, il reçut son poing dans la mâchoire. Le coup l'étendit raide, aussi inconscient que celui qui l'avait frappé avec la chaise. Le deuxième terroriste, celui touché au ventre, reprit son équilibre et leva son arme. Jacob le plaqua au sol. Ils roulèrent sur eux-mêmes, le terroriste luttant pour garder son arme. Jacob saisit son poignet et le tordit. Il y eut un claquement de bon augure, et le pistolet tomba de la main de l'homme. À califourchon sur lui, Jacob lui balança 3 coups d'homme de poing, rapides à la gorge, démolissant sa trachée. Le terroriste rua et haleta sous lui. Jacob se releva, le laissant s'étouffer à mort. Reprenant son souffle, Jacob ramassa l'un des pistolets, un GSH-18 de fabrication russe, avec un long chargeur contenant 18 balles de 9 par 19 mm. Parabellum, l'arme standard de l'armée et des forces de police syriennes. Il pouvait provenir de l'une ou de l'autre. Les combattants de l'épée des justes tuaient les membres de ces 2 forces avec presque autant d'ardeur que les étrangers qui tentaient d'aider les enfants malades et les civils blessés. Jacob glissa le pistolet dans la ceinture de son jean et attrapa un AK-47 appuyé contre le mur. Les 3 hommes étaient au tapis. Non, pas tout à fait. L'un d'eux gémit et bougea un peu sa jambe. Il se réveillait. Un autre allait bientôt émerger, lui aussi. Jacob ferma les yeux un instant, ce qui ne cacha pas l'horrible réalité à laquelle il était confronté. Il savait ce qu'il devait faire. Il n'aimait pas tuer des gens sans défense. Il préférait un combat loyal, mais il se trouvait en plein territoire ennemi et ignorait combien d'autres terroristes pouvaient traîner dans les parages. Il n'avait pas le temps de les attacher. D'autres pouvaient descendre ici à tout moment. Et même s'il avait eu le temps, leurs amis les libéreraient et il continuerait à massacrer d'autres innocents. Ou enverrait pour sa description sur le dark web, afin que n'importe quel islamiste le traque et l'abatte. Il fallait arrêter ces gens-là, sinon ils continueraient à tuer des innocents sans relâche. C'était un problème de maths, un horrible résumé de la façon d'épargner le plus de vices possible. Les tuer était la seule bonne réponse. Tout cela était vrai, mais au fond de lui, Jacob savait que ce n'était qu'une excuse.
C'était eux ou lui. Et quand il fallait prendre une telle décision, c'était toujours lui. Mais il ne pouvait pas risquer un coup de feu. Qui sait quel genre de voisin avait ses ordures? Il repéra un couteau dans sa gaine, à la ceinture d'un terroriste, celui qui avait eu tellement envie de couper des parties du corps de Jacob. Il s'approche de lui. Le couteau sortit du fourreau avec un léger crissement. Jacob le fixa dans la lumière froide de l'ampoule nue, suspendue au plafond en béton. Puis, il se retourna vers les hommes au sol. Il savait ce qu'il avait à faire. En s'agenouillant près du plus proche, il murmura « Je suis désolé », puis se pencha et posa le tranchant de la lame sur le cou de l'homme, mais s'arrêta, la bile montant dans sa gorge. L'image d'un jeune guerrier, Pashtun, gisant sans défense sur le sol d'une grotte, lui traversa l'esprit. Sa gorge s'était ouverte si facilement, le sang jaillissant comme un ballon d'eau éclaté. Plus jamais ça. Jacob se retira, le front luisant de sueur. L'Arabe gémit et bougea de nouveau. Jacob retourna le couteau et lui asséna un coup sur le crâne, avec le pommeau métallique, l'assommant propre et net. Puis il passa au suivant, celui dont il avait brisé la gorge. Mieux valait être sûr. Non, il était mort, tué dans une lutte ouverte. Jacob n'éprouvait rien à son égard. Il s'agenouilla à côté du troisième homme et se pencha sur lui. Celui-ci s'était tenu un peu en retrait pendant la torture, réticent à participer. C'est lui qui avait épargné la partie la plus importante de l'anatomie de Jacob. Dommage. Dans un autre monde, si ce Syrien avait grandi différemment, Jacob et lui auraient pu être amis. « Au revoir », lui dit-il. Il le cogna sur la tête avec le pommeau. « C'est une erreur. Tu permets à des meurtriers de rester libres, de tuer encore et encore. Les éliminer est la chose logique à faire. Les éliminer est la bonne chose à faire. » Non. Jacob se releva, vacilla un instant, se stabilisa. Il ferma de nouveau les yeux et compta jusqu'à 3, une astuce mentale pour passer d'un sentiment à un autre. Il pourrait tomber dans le regret et le dégoût de soi plus tard. Pour le moment, il devait sortir d'ici. Pour le moment, il devait terminer la mission. Il rouvrit les yeux, s'élança sur les marches en béton, déverrouilla la lourde porte en acier et, AK-47 en main, se précipita au rez-de-chaussée de la planque des terroristes. Il devait tuer tous ceux qui s'y trouvaient et déguerpir le plus vite possible. Le rez-de-chaussée était typique d'une maison syrienne. Quelques pièces peintes peu décorées, avec d'épais tapis, des tables basses et pas de chaises. Jacob se déplaçait avec précaution, s'efforçant de ne pas faire de bruit. Il entendit un cliquetis métallique dans la cuisine. Il y avait quelqu'un dans la maison. Il s'avança lentement jusqu'au seuil de la cuisine, AK-47 à l'épaule, et repéra vite le terroriste. Le type, qui portait un kéfier à carreaux d'apes rouge esperte blanc sur la tête, se ruait à travers la pièce par une autre porte, faisant tournoyer son bras, tel un joueur de baseball qui contourne la base. Jacob vit la grenade dans sa main. C'était ce qu'il détestait dans la lutte contre les terroristes. Ces idiots se fichaient de leur propre vie et commettaient des actes insensés, comme lancer une grenade dans une maison à bout portant. Plus le temps d'être discret. L'AK-47 crépita et l'homme tressauta lorsque les balles le frappèrent en pleine poitrine. Il courut 3 pas de plus et tomba presque aux pieds de Jacob. La grenade rebondit sur le sol et roula dans un coin. Jacob fonça dans le salon et se jeta à travers la vitre de la fenêtre de devant. Il atterrit en roulant et courut vers le portail. Comme la plupart des résidences du pays, celle-ci était entourée d'un haut mur en béton percé d'un portail métallique. Étant donné l'état de leur nation, la sécurité des logis était une préoccupation majeure chez les Syriens. La grenade explosa alors qu'il était à mi-chemin, projetant le souffle de sa déflagration à travers la fenêtre et alertant tout le foutu voisinage. « Super », se dit Jacob.
C'est vraiment génial. N'ayant pas le temps de bidouiller la serrure du portail, il balança son arme à l'épaule et se jeta sur le mur de 3 mètres de haut. Ses des doigts agrippaient à peine le rebord supérieur que l'avant de son pied poussa contre le mur, le propulsant vers le sommet en un mouvement que toute nouvelle recrue apprend à l'entraînement de base. Maman et papa lui avaient appris ce truc quand il avait 5 ans. Le claquement d'un AK dans son dos lui dit qu'il n'avait pas entièrement nettoyé la maison. Une balle creusa une entaille dans le béton à quelques centimètres sur sa droite. Jacob sauta par-dessus le mur, se coupant une main sur les tessons de verre incrustés sur tout le faîte, et atterrit dans la rue dans une roulade. Il reprit son AK en main quand un taxi déboula au coin de la rue. Du coin de l'œil, il vit quelques de personnes se disperser, une porte se refermer. Nul ne l'aiderait, il en avait l'habitude. Le taxi s'arrêta en crissant devant Jacob au milieu de la rue, l'arme en joue. « J'ai besoin que vous m'emmeniez à… »« Non, non !» Le chauffeur bondit hors de son véhicule et s'enfuit à toutes jambes. « Bon, » fit Jacob, qui sauta derrière le volant. « Je vais conduire moi-même. » Il s'élança sur la route, tandis que le terroriste à la fenêtre supérieure de la planque lui tirait dessus. Jacob fourra un billet de $20 dans la boîte à gants, pour que le chauffeur le trouve plus tard. Tout le monde ici voulait des devises fortes, non la livre syrienne qui ne valait pratiquement rien. Alors qu'il tournait au carrefour suivant, le dernier tir du terroriste éclata la vitre arrière du taxi. Jacob jura et ajouta un billet de $100 au 20. En quelques minutes, il fut de retour au local de la CIA et délivra un rapport complet. Une frappe aérienne détruirait le QG des terroristes la nuit prochaine. Mais ce n'était pas une victoire, seulement un premier round, car ce qu'il avait appris en surveillant le quartier général, l'information pour laquelle il avait failli perdre la vie, était que l'épée des justes était beaucoup plus importante qu'on le croyait. Grâce à une surveillance électronique de pointe, il avait eu accès aux écrans d'ordinateur de ceux qui travaillaient à l'intérieur et avait pu surveiller tous leurs appels téléphoniques. Il avait découvert ainsi que ce n'était pas leur seul quartier général. Ils avaient des antennes à Tripoli, Benghazi, Port Suisse, Le Caire, Beyrouth, Bagdad et Bassora, et sans doute ailleurs, car ils n'avaient pu scanner qu'une demi-heure avant de se faire pincer. Une demi-heure. En seulement une demi-heure, il les avait entendus parler d'égal à égal avec plusieurs autres branches. Ils ne donnaient pas d'ordre comme l'aurait fait un commandement central, mais échangeaient des informations et discutaient de stratégie. Jacob ne coupait pas la tête de l'organisation, car c'était une hydre avec une douzaine de têtes qui repoussaient en double quand on en coupait une. Le combat ne faisait que commencer. Chapitre 2. 2 jours plus tard, Jacob Snow se trouvait dans les bureaux de la CIA à Athènes pour son débriefing, le visage encore bouffi de la raclée qu'il avait reçue 2 jours plus tôt, et la main bandée de gaz pour la coupure qu'il s'était faite en grimpant sur les tessons de verre du mur. Il avait saigné partout dans le taxi de ce pauvre gars, mais au moins ses dents n'étaient pas tombées. Il s'en était inquiété. Jacob se souciait de son apparence. Les bleus allaient et venaient, mais un joli sourire pouvait séduire à 100 mètres, quoique le directeur du poste, Tyler Wallace, s'en fichait bien de son sourire. Le massif ex-marine afro-américain préférait se renfrogner, ce qu'il faisait à présent, pas vis-à-vis de Jacob, mais de ce pourquoi il l'avait convoqué. « Vous avez fait un bon boulot, Jacob, comme d'habitude. Ce renseignement va conduire à une douzaine de frappes aériennes, comme celle que nous venons de faire à Damas. Ça ne servira à rien. Le temps que vous localisiez tous ces différents quartiers généraux, ils auront évacué. Vous n'auriez pas dû frapper l'antenne de Damas avant de savoir pour les autres. » Les sourcils de Wallace se froncèrent davantage. « Je le sais bien. Vous me prenez pour un idiot ?
Vous non, mais les hauts responsables. Oui, le président voulait quelque chose de solide pour les élections de mi-mandat. Le président devrait avoir une vision à plus long terme. Aucune chance. Bon, passons aux nouvelles affaires. Nous avons reçu des informations bizarres par nos agents au Caire, et nous pensons qu'elles sont liées à un vol à Boston. Quel genre d'infos? D'un agent infiltré au sein de l'épée des Justes, la branche du Caire. Il n'est pas très impliqué, donc beaucoup de ces informations sont de seconde main et rien n'est confirmé, mais c'est assez troublant. C'est toujours troublant avec ces gens-là, grommela Jacob en frottant inconsciemment le plus gros hématome, celui qui faisait ressembler l'une de ses pommettes à une prune. Vous n'êtes pas défiguré, dit Wallace avec un geste dédaigneux de la main. Mon Dieu, je n'ai jamais rencontré un homme qui se souciait autant de son look. C'est pratique quand on essaie de gagner la confiance des gens. Il y a un sous-entendu? Grogna Wallace. Si vous tenez tant à votre précieux visage, vous devriez peut-être arrêter de vous faire tabasser par des terroristes. C'est de votre faute, pas la mienne, rétorqua Jacob avec un sourire. Peu importe. Notre taupe chez l'épée des Justes dit qu'il prévoit de frapper notre ambassade au Caire. Mais d'abord, ils ont besoin de quelque chose venant de Boston. Et il y a quelques jours, quelqu'un a volé un artefact égyptien dans un musée à Boston. C'est un lien plutôt mince. Ça peut être meilleur ou pire. L'épée des Justes essaie d'acheter la relique à un caïd du crime de Boston, un Irakien nommé Omar Al-Foulan. Il le paie en héroïne. Pourquoi aurait-il besoin d'une relique égyptienne pour attaquer l'ambassade des États-Unis? Ça n'a aucun sens. Non, en effet, mais notre agent est sûr qu'il y a un lien. Peut-être qu'ils veulent nous la vendre pour acheter une arme spéciale? Pourquoi ne pas vendre directement l'héroïne en ce cas? Wallace haussa les épaules. Peut-être qu'ils pensent qu'ils peuvent obtenir plus de l'artefact, ou peut-être que c'est l'artefact lui-même, en quelque sorte. Il est unique. Qu'est-ce que c'est, au fait? Un vase canope. Quand quelqu'un est momifié, on met ses organes dans 4 vases, sauf que celui-ci provient d'une sépulture qui avait 5 canopes. Le 5e avait un décor totalement différent de tout ce qu'on connaît. Tout est dans le rapport. Wallace poussa un dossier noir sur son bureau, scellé par un tampon doré. Jacob y jeta un coup d'œil, mais ne le prit pas. Qu'est-ce qu'on sait sur Omar Al-Foulan? Pas grand-chose. Il a 42 ans, une origine mixte irako-égyptienne. Il vient d'une éminente famille de négociants. Il court des rumeurs selon lesquelles il serait impliqué dans le trafic de drogue. Mais il n'y a jamais eu assez de preuves pour l'inculper. Et croyez-moi, la DEA a essayé. Ce type est aussi un genre de playboy et un joueur invétéré. Il peut être impitoyable et n'hésite pas à employer la violence. Encore une fois, pas assez de preuves. Il n'est pas connu pour être affilié à un groupe terroriste. Alors c'est juste pour l'argent, hein? Ouais. Le vase canope a été découvert par une archéologue américaine lors de fouilles en Égypte il y a quelques années. Elle dirige des fouilles au Maroc en ce moment, et nous pensons qu'elle pourrait devenir une cible. Même si ce n'était pas le cas, elle pourrait avoir une idée de ce que ce vase canope a de si spécial. Donc je veux que vous parcouriez ce dossier et choisissiez un de nos agents marocains pour la contacter. Jacob releva la tête. Choisir un de nos agents marocains. Vous voulez dire que vous ne voulez pas que j'y aille moi-même? Wallace grimaça. Regardez-vous dans un miroir, Jacob. Vous êtes esquinté. Je crois que je peux gérer un vol pour le Maroc et un entretien avec une archéologue. Vous étiez en Syrie le mois dernier, remarqua le chef du poste, et le mois précédent au Liban, et le mois encore avant, en Irak. Vous vouliez que j'élimine ce trafic d'armes sunnites et je l'ai fait. Puis vous avez voulu que j'écoute aux portes d'un nid de terroristes à Damas, et je l'ai fait. Vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre. Ce que je veux dire, c'est que vous avez été sur le front pendant trop longtemps. Donc le Maroc me fera des vacances.
objecta Jacob avec un sourire. Il n'aurait pas dû sourire. Cela fit se fendre de nouveau sa lèvre tuméfiée. Ouais, c'est juste, avec un peu de chance. Écoutez, Jacob, on se connaît depuis longtemps. Laissez-moi vous dire, pas en tant que patron, mais en tant qu'ami, que vous avez été trop dur avec vous-même. Vous avez besoin d'une pause. Très bien. Après avoir parlé à cet archéologue, je me prélasserai sur la plage d'Essaouira pendant 1 semaine ou 2. Je ferai du kitesurf. Content question Marc. Je serai content quand on aura anéanti l'épée des justes. Alors vous allez devoir attendre un bon moment. Jacob prit le classeur et en brisa le sceau, un acte qui, à toute personne, en dessous de son niveau d'accréditation, aurait valu 10 ans à Guantanamo. « Qui est cet archéologue, au fait ?» demanda-t-il en sortant le dossier. « Le docteur Jana Peters. » Jacob faillit lâcher le classeur. Wallace dut capter son expression car il demanda. « Vous la connaissez ?»« Ouais, » marmonna Jacob. « Je la connais. Ou du moins, je sais des trucs sur elle, et je voulais que ça reste ainsi. » Soudain, il regretta d'avoir été si prompt à se porter volontaire pour effectuer lui-même cette mission. Son patron plissa les yeux. « Est-ce que ça va être un problème ? » ?»« Non, pas plus un problème que d'être capturé par des terroristes. Peut-être pourrait-il convaincre Wallace de le renvoyer en Syrie à la place ? Chapitre 3. Un terrain près d'Assila, nord-ouest du Maroc. S'essuyant le front, le docteur Jana Peters sortit de la tranchée qu'elle et son équipe avaient creusée. On dit souvent que le Maroc est un pays froid, avec un soleil chaud. À midi, tout ce qu'elle ressentait, c'était la fournaise de la boule de feu qui brûlait dans un ciel bleu pâle. Le soleil marocain ignorait que c'était l'hiver. Mais dès qu'il se coucherait, la température chuterait, et elle et son équipe devraient enfiler des pulls pour ne pas grelotter dans leur tente. En tout cas, ils ne grelottaient pas en ce moment. Elle observe la petite excavation. Une douzaine de jeunes hommes et femmes y travaillaient, un mélange d'étudiants diplômés et de premier cycle, ainsi que quelques employés locaux qu'elle avait embauchés à son arrivée 2 semaines auparavant. Une étude réalisée dans les années 1990 avait identifié cette zone comme le site d'une possible villa romaine. Ce n'avait été qu'une étude de surface, une technique simple dans laquelle les archéologues se mettent en ligne, chacun espacé de quelques 2 mètres, et parcourbent lentement le terrain en quête d'artefacts. Si la majeure partie de tout site antique demeure enfouis sous des siècles de terre accumulée, certains objets remontent toujours à la surface grâce aux animaux fouisseurs et aux charrues des agriculteurs. L'étude avait permis de découvrir quelques pièces romaines du IIe siècle de notre ère, une lampe en céramique sigillée de la même époque et plusieurs tesselles, petits carrés de pierre colorés, qui composent une mosaïque. Durant la première semaine de fouilles, l'équipe de Jana avait débarrassé le site des broussailles et creusé une tranchée d'essai dans la zone la plus prometteuse. Cela avait permis de découvrir le coin d'une mosaïque, une décoration de sol vaste et complexe, composée de milliers de petites pierres colorées, disposées en figures ou en scènes. Les mosaïques étaient liandes courantes dans les riches villas romaines et les bâtiments publics, mais celle-ci se distinguait par son caractère artistique. Bien que la portion de mosaïque trouvée par ses étudiants ne mesurât que quelques mètres de large et fut percée non pas d'1, mais de 2 trous creusés par des rongeurs, il s'agissait clairement d'une œuvre romaine du IIe siècle de notre ère. Le motif lui rappelait celui qu'elle avait vu une fois au Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Le bord révélait un panneau et une partie d'un autre, chacun avec sa propre image. L'une était un taureau, habilement exécuté avec différentes nuances de tesselles brunes et noires pour figurer des ombres, et le bout de l'autre montrait un jeune homme en tunique. La partie encore enterrée devait receler un 2e homme identique. Taureau et Gémeaux,
2 constellations du zodiaque. Le reste de la mosaïque devait présenter les 10 autres signes sur son pourtour et une décoration centrale qui restait à découvrir. Le docteur Jana Peters prit une profonde inspiration et sourit. Non seulement ils avaient trouvé une œuvre d'art antique in situ, mais ils avaient boulié dégager les murs de fondation de plusieurs pièces de la villa, ainsi que de nombreux artefacts. Il serait facile d'obtenir des fonds pour fouiller le reste du site. Un mouvement perçu du coin de l'œil attira son attention. Elle se retourna et vit une demi-douzaine de robustes autochtones se diriger vers eux, portant des pelles, des pioches et des truelles, et menés par un Marocain plus âgé, mince et en costume. Quelques étudiants de premier cycle cessèrent tôt leur fouille pour les observer. Jana leur lança un regard et ils reprirent leur tâche. Elle fit face aux nouveaux arrivants qui approchaient. « Bonjour », dit en anglais l'homme en costume. « Sabah al-Khair », répondit Jana en arabe. L'homme sourit et continua dans cette langue. « J'ai appris que vous parliez l'arabe, docteur Peters. Permettez-moi de me présenter. Je suis le professeur Mallam Alaoui de l'université Abdelmalek Essaadi de Tanger. J'enseigne l'archéologie et j'ai mené plusieurs fouilles à travers le pays. J'ai entendu parler de vous, professeur, dit-elle en lui serrant la main, mais je n'ai pas encore eu l'honneur de vous rencontrer. Le professeur grimaça. J'aurais aimé que nous puissions nous rencontrer dans de meilleures circonstances. Je suis un peu gêné de vous l'annoncer. Je le crains, mais le gouvernement m'a chargé de prendre les fouilles en charge. « Prendre les fouilles en charge ?» s'écria Jana. « Pourquoi ? Je crains que le gouvernement n'ait décidé que ce site était trop important pour le laisser aux mains d'étrangers. Je m'en excuse. C'est très impoli de leur part, pour ne pas dire ingrat et inhospitalier. Vos fouilles dans ce pays ont enrichi notre patrimoine national. Une découverte significative de cette nature aura un effet très positif sur le tourisme au Maroc, ce qui aura à son tour un effet très positif sur l'économie. Le gouvernement estime que l'image du Maroc serait meilleure si les fouilles étaient menées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.